Math plus 1 présente Les raisonnements, saison 4, épisode 3. Ce sont des cours de mathématiques de niveau Bac plus 1. Nous sommes dans la partie raisonnement et ensemble. Dans les deux épisodes précédents, nous avons traité de la logique, c'était le premier épisode, des quantificateurs, c'était le deuxième épisode. Faisons quelques révisions. Dans le premier épisode sur la logique, nous avons défini ce qu'était une assertion. Nous avons vu qu'une proposition était un synonyme d'assertion. Nous avons défini ce qu'était un prédicat, une assertion avec un ou plusieurs paramètres. Nous avons défini la conjonction et la disjonction, le et logique et le ou logique. Nous avons passé un temps important sur l'implication. A implique B, sa contraposée, non B implique non A, qui a la même table de vérité. La réciproque, B implique A, qui n'a pas forcément la même table de vérité. A implique B se lit si A, alors B. Et puis nous avons défini l'équivalence logique. Si et seulement si. Dans le deuxième épisode sur les quantificateurs, nous avons principalement défini le quantificateur quel que soit, et le quantificateur il existe. Nous avons également parlé du pseudo-quantificateur, il existe un et un seul. Nous voici dans le troisième épisode, raisonnement. C'est la boîte à outils des démonstrations. Nous allons voir trois types de récurrence. La récurrence double et la récurrence forte. Le raisonnement par disjonction de cas. Le raisonnement par analyse-synthèse. Et bien d'autres raisonnements encore. Au programme de cet épisode. Tout d'abord, démontrer via un contre-exemple. Deuxièmement, utilisation de la contraposée pour faire une démonstration. Troisièmement, raisonnement par l'absurde. Quatrièmement, raisonnement par analyse-synthèse. Cinquièmement, raisonnement par disjonction de cas. Sixièmement, comment démontrer une équivalence en démontrant que P implique Q et Q implique P. Septièmement, récurrence simple. Huitièmement, récurrence double. Et enfin, neuvième partie, la récurrence forte. Première partie, démonstration utilisant un contre-exemple. Soit à démontrer que quel que soit x appartenant à E, P de x est une proposition fausse. Il peut être plus simple de démontrer que la négation de cette proposition, c'est-à-dire il existe x appartenant à E, non P de x, est vraie. Prenons un exemple. Nous allons démontrer que la proposition tout entier naturel est la somme de 3 carrés est fausse. Il nous suffit donc de trouver un contre-exemple. Lorsque l'on a trouvé un contre-exemple, on peut être amené à tâtonner un petit peu. Mais n'oublions pas qu'il suffit juste un exemple pour que tout s'écroule. Il nous suffit donc ici de trouver un entier pour lequel la formule ne marchera pas. On essaie différentes valeurs et puis on tombe sur 7. Si 7 marchait, on aurait 7 s'écrivant comme la somme de 3 carrés. Donc par exemple 7 égale A carré plus B carré plus C carré. Et combien vaudrait ABC? Eh bien, il serait forcément compris entre 0 et 2 puisque 3 au carré fait 9. Donc on a forcément nos valeurs ABC qui sont en dessous de 3. Or, on peut essayer toutes les combinaisons qu'on veut, et là c'est assez facile à faire. On ne trouvera aucun entier compris entre 0 et 2, tel que 7 égale A carré plus B carré plus C carré. Nous avons trouvé un contre-exemple à la proposition tout entier naturel est la somme de 3 carrés. Cette proposition est donc fausse. Deuxième partie, raisonnement qui utilise des contrapositions. Comme nous l'avons vu dans la partie précédente, il peut être parfois délicat de démontrer que P implique Q. Le cours sur la logique nous a montré qu'une implication logique P implique Q a la même table de vérité que sa contraposée, non Q implique non P. Et il est parfois plus facile de démontrer que non Q implique non P plutôt que P implique Q. Prenons un exemple. Soit à démontrer que si n carré est impair, alors n est impair également. La démonstration serait relativement compliquée. Regardons la contraposée. Si n carré impair, alors n impair. Prenons la contraposée. Le terme de droite passe à gauche et on en prend la négation logique. Donc n impair devient n pair. Le terme de gauche passe à droite et on en prend la négation logique. Donc n carré impair devient n carré pair. Nous allons montrer que la contraposée est vraie, ce qui prouvera que la proposition initiale est vraie également. Donc maintenant, nous avons une autre démonstration
à conduire la démonstration qui nous dit que si n est pair, alors n carré est pair. Soit n un entier pair. Cela veut dire qu'il existe un entier k tel que n égale 2k. Ça, c'est la définition classique d'un nombre pair. Si un nombre est pair, il s'écrit comme 2 fois un autre nombre entier. Élevons au carré cette expression. J'obtiens n au carré égale 2k le tout au carré, ce qui, en mettant le 2 en facteur, me donne 2 facteurs de 2k au carré. Donc n carré est pair, car on a trouvé un entier grand K égale 2k au carré, tel que n carré égale 2k. Nous venons de montrer que la proposition n pair implique n carré pair est vraie. Donc par contraposition, la proposition n carré impair implique n pair est vraie également. Troisième partie, le raisonnement par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde vise à démontrer P implique Q. On suppose que P est vrai tout en supposant que Q est fausse, c'est-à-dire que non Q est vrai. Puis on trouve une contradiction. Rappel de l'épisode sur la logique, le seul cas où P implique Q est fausse est le cas où P est vrai et Q est fausse. Rien de mieux qu'un exemple pour mettre tout cela en œuvre. Nous souhaitons démontrer que racine de 2 est un nombre irrationnel. Au lieu de démontrer directement que racine de 2 est un irrationnel, nous allons démontrer qu'il n'est pas possible que racine de 2 soit un nombre rationnel. Alors ça nous donne, si on exprime sous forme d'expression logique, x égale racine de 2 implique x appartient à R privé de Q. Ça veut donc dire que x est un nombre irrationnel. Et si on inverse la partie rose, on obtient x égale racine de 2 implique x appartient à Q. On va donc supposer que racine de 2 est un nombre rationnel. Alors si racine de 2 est un nombre rationnel, ça veut dire qu'il existe deux entiers P et Q, avec Q non nul, premier entre eux tel que racine de 2 égale P sur Q. Ceci est la définition d'un nombre rationnel, il s'écrit comme le quotient de deux entiers. Élevons cette expression au carré. On obtient 2 égale P sur Q le tout au carré, soit encore 2 égale P au carré sur Q au carré. Ceci nous donne P au carré égale 2Q au carré, donc P au carré est pair. Et on pourrait montrer facilement que si P au carré est pair, alors P l'est aussi. Puisque P est pair, il existe un entier K tel que P égale 2K. Élevons cette expression au carré. On obtient P au carré égale 2K le tout au carré, soit encore P au carré égale 4K au carré. Mais nous savons que 2Q au carré égale P au carré. Or P au carré égale 4K au carré. Ceci, en simplifiant, nous donne Q au carré égale 2K au carré. Par conséquent, Q au carré est pair, et donc Q est pair également. Nous venons de voir que P et Q sont tous les deux pairs, mais cela n'est pas possible, puisque nous avons imposé au départ que P et Q sont premiers entre eux. Notre raisonnement par l'absurde montre que racine de 2 est un nombre irrationnel. Continuons à explorer le raisonnement par l'absurde. Nous allons démontrer que si la limite d'une suite existe, et est finie, alors cette limite est unique. C'est ce qu'on appelle le théorème d'unicité de la limite. Par définition, une suite UN converge vers une limite L si et seulement si, quel que soit un réel epsilon strictement positif, il existe un entier n dépendant de epsilon, tel que, quel que soit un entier petit n, tel que petit n est supérieur ou égal à grand N, alors la valeur absolue de UN moins L est inférieure ou égale à epsilon. Nous allons raisonner par l'absurde, et donc supposer que notre suite admet deux limites. Écrivons la définition pour chacune des deux limites. Le epsilon est le même puisque c'est quel que soit epsilon. Par contre, n devient n' dans la seconde expression, et au final nous obtenons donc, quel que soit epsilon strictement positif, un réel, il existe un entier grand N', tel que quel que soit un entier petit n supérieur ou égal à l'entier grand N', alors UN moins L' est inférieur ou égal en valeur absolue à epsilon. La définition nous indique que l'assertion doit être vraie pour tout réel epsilon. Eh bien, prenons par exemple epsilon égale L moins L' divisé par 4. Si n est supérieur ou égal au max de n epsilon, n' epsilon. Alors, les deux inégalités sont vérifiées. On a simultanément
un moins L en valeur absolue inférieure ou égale à epsilon, et valeur absolue de un moins L' inférieure ou égale à epsilon. Remplaçons epsilon par la valeur que nous avons choisie. On obtient donc toujours deux inégalités. Donc nous avons deux inégalités. Qu'allons-nous faire de ces deux inégalités? Eh bien, nous allons les additionner, membre à membre. On obtient donc à gauche valeur absolue de un-L plus valeur absolue de un-L' est inférieur ou égal à L-L' sur 4 plus L-L' sur 4. C'est-à-dire, le membre de gauche reste inchangé, on additionne les deux membres de droite, ça devient L-L' sur 2. D'après l'inégalité triangulaire, nous en reparlerons dans le cours d'analyse, valeur absolue de A plus B est inférieure ou égale à valeur absolue de A plus valeur absolue de B. La valeur absolue de la somme est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues. Par ailleurs, valeur absolue d'un nombre, c'est égal à valeur absolue de moins ce nombre. Eh bien, on mélange tout ça et on obtient valeur absolue de L moins UN plus UN moins L' inférieur ou égal à UN moins L plus UN moins L' inférieur ou égal à L moins L' sur 2. De cette double inégalité, nous gardons les deux termes extrêmes. On a simplifié par UN, on obtient L moins L' inférieur ou égal à L moins L' sur 2, et ça c'est absurde. Au final, nous avons montré en utilisant un raisonnement par l'absurde que si une suite a une limite finie, alors cette limite est unique. Quatrième partie, le raisonnement par analyse-synthèse. Le raisonnement par analyse-synthèse sert à prouver l'existence d'un objet dont on ne connaît pas a priori la valeur. Comme son nom l'indique, le raisonnement par analyse-synthèse se fait en deux parties. Première partie analyse, on cherche les conditions que doit vérifier l'objet recherché. Deuxième partie, synthèse, on vérifie si les conditions d'analyse sont suffisantes pour déterminer l'objet. On peut trouver un, voire plusieurs objets, voire aucun. Mettons cela en place sur un exemple. Montrons qu'il existe un unique couple de fonctions fp-fi, l'une paire, l'autre impaire, tel que pour toute fonction f définie sur R, f égale fp plus fi. Analyse. Écrivons donc les conditions que doivent vérifier les fonctions fp et fi. La première condition, c'est que la fonction f doit être la somme de la fonction paire et de la fonction impaire. Nous écrivons donc une première équation, f de x égale fp de x plus fi de x. Deuxième équation, f de moins x égale fp de x moins fi de x. Alors pourquoi? Eh bien parce que fp est une fonction paire, donc fp de moins x donne fp de x, et fi de moins x donne moins fi de x. Nous voici en présence de deux équations. Ajoutons membre à membre ces deux équations. Nous obtenons f de x plus f de moins x égale 2 facteurs de fp de x. On en déduit donc que fp de x est égal à f de x plus f de moins x divisé par 2. Continuons l'analyse. À partir des deux équations, tout à l'heure nous avions additionné membre à membre, cette fois-ci, soustrayons membre à membre. Nous obtenons f de x moins f de moins x égale 2fi de x, ce qui nous donne que fi de x est égal à f de x moins f de moins x divisé par 2. La partie analyse est terminée. Nous avons trouvé deux candidats, deux fonctions fp et fi, que l'analyse a permis de caractériser. L'analyse nous a donné une expression de fp et une expression de fi. L'objectif de la seconde partie du raisonnement, la synthèse, est de vérifier que nos deux candidats, fp et fi, sont bien valides. Pour cela, il faut vérifier premièrement que fp est bien une fonction paire. Donc que quel que soit un x réel, fp de moins x est égal au final à fp de x. La démonstration est simple. Fp de moins x est égal à f de moins x plus f de moins x, le tout divisé par 2. Ce qui nous donne f de moins x plus f de x divisé par 2. Ce qui revient encore à écrire f de x plus f de moins x divisé par 2. Et ça, c'est bien la définition de fp de x. Donc nous avons bien fp de moins x égale fp de x. Conclusion, la fonction fp est bien une fonction paire. Il nous faut maintenant démontrer
que la fonction fi est bien une fonction impaire. Là encore, un raisonnement similaire va nous conduire rapidement au résultat. Fi de moins x est égal à f de moins x moins f de moins x, le tout divisé par 2, ce qui nous donne f de moins x moins f de x, là encore divisé par 2, ce qui, en mettant les choses dans l'ordre et en sortant le moins, nous donne moins, entre parenthèses, f de x moins f de moins x divisé par 2, et ça, c'est moins f de fi de x. Conclusion, fi est bien une fonction impaire. Ce n'est pas terminé. Nous devons maintenant vérifier que f est bien la somme de fp et de fi. Et bien là encore, un calcul simple va nous conduire au résultat. Fp plus fi égale f de x plus f de moins x divisé par 2, c'est la définition de fp. Fi nous donne f de x moins f de moins x divisé par 2. On simplifie tout ça, on obtient 2f de x divisé par 2, et au final on obtient f de x. Par conséquent, f est bien égal à fp plus fi. Conclusion. Il existe bien, par analyse synthèse, un unique couple de fonctions fp, fi, l'une paire, l'autre impaire, tel que pour toute fonction f définie sur R, f est égal à fp plus fi. Cinquième partie, le raisonnement par disjonction de cas. Comme son nom l'indique, le raisonnement par disjonction de cas va consister à énumérer les différents cas possibles, de manière exhaustive, et à démontrer que chaque cas est valable. Prenons un exemple. Nous allons démontrer que pour tout entier naturel n, l'expression a égale n facteur de n plus 1, le tout divisé par 2, est un entier naturel. Quels sont les deux cas possibles pour n? Eh bien, soit n est pair, soit n est impair. Nous allons avoir donc deux cas à démontrer. Premier cas, n est pair. Si n est pair, ça veut dire qu'il existe un entier k tel que n égale 2k. Notre expression a peut donc s'écrire 2k, facteur de 2k plus 1, le tout divisé par 2. Cette expression se simplifie par 2. On obtient grand A égale k facteur de 2k plus 1. C'est bien un entier par produit et somme d'entiers. Deuxième cas, c'est le cas où n est impair. Donc il existe un entier p tel que n égale 2p plus 1. Notre expression A s'écrit maintenant 2p plus 1 facteur de 2p plus 1 divisé par 2. Ce qui fait 2p plus 1 facteur de 2p plus 2 divisé par 2. Mettons 2 en facteur, le 2 qui est marqué en orange. Nous obtenons A égale 2 facteur de 2p plus 1, facteur de p plus 1, le tout divisé par 2. Simplifions par 2, nous obtenons A égale 2p plus 1, facteur de p plus 1. Conclusion. Les seuls cas possibles pour n sont d'être pair ou impair. Au final, on a bien démontré par disjonction de cas que l'expression n facteur de n plus 1, le tout divisé par 2, est un entier naturel. Sixième partie, démontrer une équivalence. Pour démontrer une équivalence logique, P équivalent à Q, on peut parfois procéder en deux étapes. On démontre que P implique Q, puis, seconde étape, on démontre que Q implique P, c'est-à-dire qu'on démontre que la réciproque est vraie. On en conclut alors que P est équivalent à Q. Attention, il y a certaines situations où c'est plus simple de procéder par une succession d'équivalences logiques. Soit la fonction f définie par f de x égale mx plus 1, montrer que f garde un signe constant si et seulement si m égale 0. Commençons par définir la réciproque. C'est le cas le plus simple. La réciproque est ici m égale 0 implique f garde un signe constant. Alors, m égale 0, faisons m égale 0. Si m égale 0, f de x est égal à 1 pour tout réel x. Ça veut donc dire que f est une fonction constante. Or, une fonction constante garde bien un signe constant. Q implique P est donc vrai. Intéressons-nous maintenant à P implique Q. F garde un signe constant implique m égale 0. Voulons montrer que f garde un signe constant implique m égale 0. Procédons par contraposition. La contraposée de cette expression, m différent de 0, implique f ne garde pas un signe constant. Comme m est différent de 0, on peut réécrire f de x sous la forme m facteur de x plus 1 sur m. Or la fonction qui à x fait correspondre x plus 1 sur m change effectivement de signe en x égale moins 1 sur m. Nous avons démontré par contraposition que f garde un signe constant implique m égale 0.
Au final, nous avons montré les deux implications. M égale 0 implique f garde un signe constant, et f garde un signe constant implique m égale 0. Nous pouvons donc en conclure que f garde un signe constant si et seulement si m égale 0. Septième partie, raisonnement par récurrence. Le principe du raisonnement par récurrence a été étudié en terminale où il est admis. Il résulte d'une propriété de l'ensemble n des entiers naturels. Toute partie non vide de n admet un plus petit élément. Voici le théorème sur lequel se base la démonstration par récurrence. Soit P de n une proposition dépendant d'un entier naturel n, soit n0 un entier naturel. Si, premièrement, initialisation, P de n0 est vrai, et deuxièmement, hérédité, pour tout entier n supérieur ou égal à n0, P de n vrai implique P de n plus 1 vrai, alors P de n est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à n0. Montrons que pour tout entier naturel n, 6 puissance n plus 9 est un multiple de 5. Considérons la proposition P de n, qui est 6 puissance n plus 9 est un multiple de 5. Première étape, initialisation. Pour n égale 0, 6 puissance n plus 9 s'écrit 6 puissance 0 plus 9, qui vaut 1 plus 9, puisque 6 à la puissance 0, ça fait 1. On obtient 10, et 10 est bien un multiple de 5. Ainsi, la proposition P de 0 est vraie. Deuxième partie, hérédité. Soit n un entier quelconque, supérieur ou égal à 0. Cela revient à écrire qu'il existe k appartenant à n, tel que 6 puissance n plus 9 égale 5k. Or, 6 puissance n plus 9 est égal à 6 fois 6 puissance n plus 9. Remplaçons 6 puissance n par son expression de la ligne du dessus. C'est 5k moins 9. Ça nous fait donc 6 fois, entre parenthèses, 5k moins 9 plus 9. Développons le calcul. On obtient 6 fois 5k moins 6 fois 9 plus 9. Mettons le 9 en orange sur la figure en facteur. Ça nous fait 5 fois 6k plus 9 facteur de moins 6 plus 1. Avançons dans le calcul, ça nous fait 5 fois 6k moins 9 fois 5. Mettons le 5 en vert en facteur. On obtient 5 facteurs de 6k moins 9. Posons grand K égale 6k moins 9, c'est bien un entier naturel. Nous venons de mettre 6 puissance n plus 1 plus 9 sous la forme 5k, avec k entier naturel. Par conséquent, 6 à la puissance n plus 1 plus 9 est bien un multiple de 5. Ainsi, P de n plus 1 est vrai pour P de n vrai, avec n supérieur ou égal à 0. Conclusion, d'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n, 6 à la puissance n plus 9 est bien un multiple de 5. Huitième partie, raisonnement par récurrence double. Voici le théorème sur lequel s'appuie la démonstration par récurrence double. Soit P de n une proposition dépendant d'un entier naturel n. Soit n0 un entier naturel. Si, premièrement, initialisation, P de n0 et P de n0 plus 1 sont vrais, et deuxièmement, hérédité, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à n0, P de n et P de n plus 1 implique P de n plus 1, alors P de n est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Mettons le principe de démonstration par récurrence double en action sur l'exemple suivant. On considère la suite définie par U0 égale 1 et U1 égale moins 5, et également par U de n plus 2 égale 5UN plus 1 moins 6UN. Montrons par récurrence double que pour tout entier naturel n, UN égale 4 fois 2 puissance n plus 1 moins 7 fois 3 puissance n. Première étape, initialisation. Pour n égale 0, U0 vaut 1. Calculons donc l'expression pour n égale 0. L'expression c'est 4 fois 2 puissance n plus 1 moins 7 fois 3 puissance n. Eh bien, calcul simple, vous voyez qu'on obtient effectivement 1. Ainsi, P de 0 est vrai. Pour n égale 1, U de 1 égale moins 5. Remplaçons n par 1 dans notre expression. On obtient
4 fois 2 puissance 2 moins 7 fois 3 puissance 1, ça fait 16 moins 21. Au final, nous obtenons moins 5. La proposition P de 1 est vraie également. Deuxième partie, hérédité. Supposons P de n et P de n plus 1 vrai. Ça nous donne, partie verte, un égale 4 fois 2 puissance n plus 1 moins 7 fois 3 puissance n. Et partie rose, P de n plus 1, U de n plus 1 égale 4 fois 2 puissance n plus 2 moins 7 fois 3 puissance n plus 1. Or, d'après l'expression de la suite, un plus 2 est égal à 5 un plus 1 moins 6 un. Remplaçons la partie rose par sa valeur, la partie verte par sa valeur. Ça nous fait un plus 2 égale 5 facteur de 4 fois 2 puissance n plus 2 moins 7 fois 3 puissance n plus 1 pour la partie rose, moins 6 facteur de 4 fois 2 puissance n plus 1 moins 7 fois 3 puissance n pour la partie verte. Développons. Un plus 2 égale 20 fois 2 puissance n plus 2 moins 35 fois 3 puissance n plus 1 moins 24 fois 2 puissance n plus 1 plus 42 fois 3 puissance n. Alors qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Eh bien, il faut mettre en évidence le facteur 2 en rose et le facteur 3 en bleu. Un plus 2 est donc égal à 20 fois 2 puissance n plus 2 moins 35 fois 3 puissance n plus 1 moins 24 fois 2 puissance n plus 1 plus 42 fois 3 puissance n. Au final, qu'est-ce qu'on veut obtenir? On veut obtenir l'expression de p puissance n plus 2. Donc là, ce que vous avez intérêt à faire, c'est à regarder là où vous voulez arriver et à faire en sorte que ça arrive au bon endroit. C'est comme ça que les calculs ont été menés. Donc deuxième ligne, un plus 2 égale 20 fois 2 puissance n plus 2, moins 24 fois 2 puissance n plus 1, moins 35 fois 3 puissance n plus 1, plus 42 fois 3 puissance n. Faisons en sorte d'obtenir la bonne expression avec les deux. Pour cela, mettons en facteur 2 puissance n plus 1. En mettant en facteur 2 puissance n plus 1, on va obtenir 2 puissance n plus 1 fois 16. On va réécrire ce 16 sous la forme 4 fois 4, et ça va nous obtenir au final 4 fois 2 puissance n plus 3. On fait de même avec les 3. On avait moins 35 fois 3 puissance n plus 1 plus 42 fois 3 puissance n, on met 3 puissance n en facteur. En simplifiant, on obtient 3 puissance n fois 63. On s'aperçoit que 63 c'est 9 fois 7, et ça nous permet d'écrire que 3 puissance n fois 9 fois 7, c'est 7 fois 3 puissance n plus 2. Ce qui nous permet à la dernière ligne d'arriver exactement à ce que nous voulions, l'expression de p de n plus 2. Conclusion. Au final, nous avons démontré par récurrence double que un égale 4 fois 2 puissance n plus 1 moins 7 fois 3 puissance n pour tout entier naturel. Neuvième et dernière partie, raisonnement par récurrence forte. Voici le théorème sur lequel se base la récurrence forte. Soit Pn une proposition dépendant d'un entier naturel n, soit n0 un entier naturel, si premièrement initialisation P de n0 est vraie, et deuxièmement hérédité pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0, P de n0 et P de n0 plus 1 et 3 petits points et P de n vrai, implique P de n plus 1, alors P de n est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à 0. Utilisons le principe de la récurrence forte pour démontrer que tout entier n supérieur ou égal à 2 se décompose en un produit de facteurs premiers. Étape numéro 1, initialisation n égale 2. Le nombre 2 est un nombre premier, la proposition P de 2 est donc vraie puisque 2 égale 2, 2 se décompose bien en un produit de facteurs premiers, il est égal à lui-même. Deuxième étape, hérédité. Supposons P de 2 vrai, P de 3 vrai, etc. jusqu'à P de n vrai, pour tout entier n supérieur ou égal à 2. Raisonnons par disjonction de cas. Nous allons raisonner sur l'entier n plus 1. Il n'y a que deux cas possibles. Soit n plus 1 est premier, soit il ne l'est pas. Premier cas, n plus 1 est premier. Dans cette situation, n plus 1 se décompose de fait comme un produit de facteurs premiers, puisqu'étant premier, il ne se décompose pas autrement que par lui-même. Donc n plus 1 égale n plus 1. On a donc bien le cas où n plus 1 se décompose en un produit de facteurs premiers. Deuxième cas, n plus 1 n'est pas premier. Puisqu'il n'est pas premier, il existe deux entiers a et b compris entre 2 et n,
tels que n plus 1 égale AB. Mais A et B sont plus petits que n plus 1. Ils se décomposent donc comme produit de facteurs premiers puisque P de A et P de B sont supposés vrais. A et B se décomposant en un produit de facteurs premiers, leur produit est un produit de facteurs premiers. Par conséquent, P de n plus 2 est vrai. Au final, nous avons démontré par récurrence forte que tout entier n supérieur ou égal à 2 se décompose en un produit de facteurs premiers. Voilà, cet épisode est terminé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Math plus 1, vous serez ainsi tenu au courant de toute nouvelle mise en ligne de vidéos. Merci et à bientôt.